Notre invité du jour est Stéphane Winkel, qui est rentré dans les crypto-monnaies en 2011. Il a donc énormément d'expérience. Il nous parlera du suivi des wealth, de l'investissement dans les NFT et de son profil d'investisseur. Il nous exposera aussi son avis sur le marché actuel des cryptos en nous parlant des écosystèmes et narratifs à suivre. Il nous donnera même quelques pépites crypto pour chacun de ces secteurs. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire s'il y a une personne que vous voulez voir sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'interview de Stéphane Winkel. Salut Stéphane, bienvenue sur la chaîne, comment vas-tu? Ben, très bien, merci de m'accueillir, Jean-Baptiste. Tout roule ici. Ok, parfait. Alors on va commencer par une question un peu classique. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites et avec tes propres mots? Oui, bien sûr. Moi, c'est Stéphane. Je suis rentré dans le monde de l'entrepreneuriat quand j'avais la vingtaine, donc 23 ans, je pense. Donc, j'étais entrepreneur avant tout. J'ai toujours voulu créer des choses et puis j'avais envie d'une indépendance financière, géographique, comme beaucoup de gens, une liberté. Et c'est vrai que voilà, à force de faire des tests, des erreurs, prendre quelques claques, après quelques années, j'ai créé mes premières machines à revenus passifs en faisant du référencement Internet, du SEO, hein, placer les sites provenant Google, faisant de l'affiliation. Et ben voilà, je dormais, je partais en vacances, le week-end, tout tournait, la machine tournait, je recevais des revenus. Et donc là, voilà, donc c'était ma première réussite. Et puis voilà, vu que je suis vraiment passionné de l'entrepreneuriat, de faire des projets, du business, j'ai créé plein d'autres choses. J'avais une facilité évidemment dans le web marketing très jeune, donc ça m'a permis de lancer pas mal de choses. Et puis voilà, on en vient au crypto en 2011, donc ça c'est quand même longtemps pour certains. Pour moi, c'était comme si c'était hier, mais bon voilà. En 2011, je me lance dans les cryptos, je découvre le Bitcoin et là, bon, il y a un game changer, donc j'avais quand même réussi une première vie avec les business. Et puis là, ma vie explose complètement avec les crypto-monnaies. J'investis dedans, je fais des bons investissements. Ben oui, ça m'a permis de gagner pas mal d'argent. Et donc voilà, donc là, depuis 13 ans dans les crypto-monnaies, plus de 13 ans. Et puis voilà, j'ai un peu tout vu là-dedans, dans ce monde. Des choses pas cool, mais des choses très cool aussi. Et voilà, donc voilà, multi-entrepreneur, passionné de crypto depuis longtemps. Et voilà, j'en ai même fait maintenant un business crypto, vu que j'ai lancé ma chaîne YouTube pour éduquer les gens, vulgariser le contenu, et témoigner de mon expérience et m'entourer d'une chouette équipe. Voilà. Ok, et du coup, tu es aussi entrepreneur dans tout ce qui est blockchain? Non, pas du tout. Voilà, moi, je suis entrepreneur à la base, donc j'avais dit dans tout ce qui est web marketing. Donc en fait, j'ai créé des boîtes de comparateurs de produits avec de l'affiliation derrière, etc. Donc c'était vraiment une de mes premières sociétés qui a réussi. Et puis j'ai créé une marque minceur, un Cat Lion, qui s'appelle un peu comme Soché, pour Herbalife, pour certains qui connaissent, des bars à consommer, des shakes, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment une marque physique. Et puis après, j'ai créé aussi une plateforme de masterclass, hein, comme masterclass.com, avec tous des chefs étoilés, des boxeurs champions du monde, Cédric Doumbé, hein, par exemple, pour le citer. Des gens qui ont réussi aussi, hein, comme Ibra TV, avec 1 euro dans sa poche, il a réussi à devenir millionnaire en faisant une chaîne YouTube et puis après en faisant des business. Hein, et c'est quoi, Black and White Burger, il a créé sa chaîne. Donc voilà, donc j'ai ça aussi. Et puis j'ai des restaurants à Bruxelles que je gère, donc du physique aussi. J'organise des soirées, des événements crypto. Donc voilà, donc en crypto, j'organise des événements crypto. J'ai fait Crypto Sun, donc au soleil à Marbella, avec 40 personnes. J'ai fait un gros event ici en mars dernier, c'était à Paris, qui s'appelait le Web3 Connect. Donc voilà, avec beaucoup de monde. Et puis voilà, puis j'ai ma chaîne YouTube, j'ai fait pas mal d'expériences, j'accompagne pas mal de gens dans un Telegram gratuit, payant. Voilà, il y a des formations. Enfin, voilà, il y a des choses aussi qui se créent dans ce domaine-là. Donc voilà, je fais pas mal de choses dans les cryptos, mais aussi ailleurs. Et voilà, mais pas spécialement en développement une blockchain ou autre. Ok, et je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser aux cryptos en 2011? Parce que c'était quand même très tôt, il n'y avait pas beaucoup de monde dedans. C'est quelqu'un qui t'en a parlé. Enfin, voilà. Comment ça s'est passé justement ton arrivée dans les cryptos?
Alors, il faut savoir que moi et mon associé Joachim de l'époque, on était vraiment à fond dans tout ce qui était nouveau. On voulait découvrir comment être premier sur Google, donc on a commencé à lire des forums américains, on a commencé à faire des tests, beaucoup de tests aussi, et on s'est rendu compte que l'affiliation existait, on pouvait vendre des produits sans les avoir chez nous, en étant juste commissionné. Donc, on a découvert que si on faisait du référencement Internet, puis des comparateurs de produits avec des commissions sur l'affiliation, ça faisait une machine à revenus passifs. En faisant ça, on devait tout le temps lire des choses un peu de geek, surtout américains à l'époque. Et alors, en fait, ce qui se passait, c'est que ces geeks commençaient à parler un peu du Bitcoin. Et puis voilà, on s'est un peu intéressé. Il faut savoir que mon ami était dans le poker en ligne aussi. Il a commencé à avoir des revenus en début 2011 en Bitcoin. Il y avait que ça à l'époque, hein, c'était la seule crypto-monnaie. Et là, il a vu sa crypto doubler, tripler. Donc, son revenu, quelque part, qu'il avait laissé sur sa wallet poker. Et donc, on était dans ce domaine, poker en ligne, affiliation, SEO, vraiment dans des domaines particuliers à la pointe, etc. de l'époque. Et donc, voilà, on a découvert ce Bitcoin comme ça. Et moi, j'en ai acheté. En voyant ça, j'ai regardé le white paper, hein, comme on fait tous. Mais très vite, je me suis décidé d'en acheter aussi. J'en ai acheté 2 000 euros, en fait. Et puis, ça fait x3 aussi en 2-3 mois. J'ai remis 10 000 euros sur la table. Et voilà. Et puis, on était en contact avec ce projet qui évoluait et voilà, qui pouvait disparaître du jour au lendemain. Mais bon, je me dis, bon, c'est l'argent que je mets, je peux le perdre. C'est toujours un conseil qu'on donne aujourd'hui. Et finalement, je ne l'ai pas perdu dans un premier temps, hein. J'ai gagné 1 million d'euros avec ces 12 000 euros. Mais après, je l'ai perdu parce que j'ai eu un hack chez MTGOX, la plateforme de l'époque qui était numéro 1, comme FTX il n'y a pas longtemps. Et voilà, je suis passé de petit portefeuille à millionnaire et puis j'ai tout perdu. Pour la fin heureuse, hein, la pending, comme on dit, il faut savoir qu'ils ont récupéré 15% de ma wallet et qu'ils me l'ont rendu il y a quelques mois, vraiment 10 ans après. Donc, je ne l'ai pas finalement perdu, mais j'ai cru que j'avais perdu. Donc, je me suis relancé en crypto. J'ai racheté des Ethers, j'ai racheté plein de trucs. Je suis redevenu millionnaire, crypto-millionnaire en crypto, avant de retoucher une fois encore ce pactole. Donc, voilà. Donc, j'ai découvert les cryptos par nos centres d'intérêt un peu geek de l'époque et le poker en ligne, mon associé, etc. Ok, super intéressant. Maintenant, j'aimerais bien qu'on continue ta présentation par un petit jeu, le jeu du tu préfères. Je vais te donner le choix entre deux options et tu me dis, et tu vas en choisir une des deux. Si ça te va, on peut faire ce petit jeu du coup. Nickel, nickel. Ok, donc la première, tu préfères être employé en CDI ou entrepreneur? Entrepreneur. T'es plus écouter de la musique ou écouter un podcast? Un podcast. Tu préfères être le colocataire de Sheldon Cooper de Big Bang Theory ou de Homer Simpson? Homer Simpson. T'es plus Satoshi Nakamoto ou Elon Musk? Satoshi. Tu préfères les NFT ou les meme coins? Le NFT. T'es plus ETHCC ou Surfing Bitcoin? Surfing Bitcoin. T'es plus intelligence artificielle ou RWA? Intelligence artificielle. Tu préfères investir toutes tes économies sur Bitcoin ou sur Ethereum? Bitcoin. Et la petite dernière, tu préfères les airdrops ou le trading? Airdrop. Ok, très cool à toi de t'être prêté au jeu. Merci. Maintenant, on va passer sur une autre petite question. Je voulais savoir, est-ce que le réseau pour toi, c'est le plus important pour réussir dans le business ou est-ce qu'il y a d'autres clés comme par exemple la motivation ou trouver l'attraction? Mais je pense que le réseau est très important pour réussir dans le business et voilà, il faut le tenir en compte, ça c'est certain. Maintenant, évidemment, c'est pas la première chose qu'il faut faire parce que pour réussir, il faut avant tout faire déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh, on va faire ci, ça, ils font pas. Donc voilà, il faut se fixer un plan, faire des to-do, ne pas lâcher, être résilient, être motivé, aimer ce qu'on fait parce que sinon on fait pas longtemps. Donc ça, c'est vraiment la clé, c'est ce que je viens de dire au début. Une fois qu'on a fait, c'est clair qu'avec un réseau, on peut tout scaler, on peut tout exploser. Et donc, moi-même, j'ai réussi pas mal de choses sans réseau au début.
Je trouve que c'est une grave erreur avec si je me regarde dans le passé, je me dis, mais j'aurais dû faire du réseau beaucoup plus jeune. Mais non, il n'est jamais trop tard, comme on dit. Je l'ai fait plus tard avec un certain CV qui m'a permis d'aller peut-être plus vite aussi, parce que voilà, on est plus vite accepté quand on a fait des choses. Donc voilà, je le regrette pas, mais en tout cas, il est clair que si aujourd'hui vous avez un peu de temps pour assister à des événements, parler à des gens, faites-le et continuez à nouer le contact, à envoyer des petits messages régulièrement, prendre des nouvelles, poser des questions, parce que le réseau peut vraiment vous aider dans plein de problèmes que vous allez avoir, parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes et qui vont surmonter un problème que vous êtes complètement perdu. Et le réseau peut aussi vous permettre de vous mettre en lumière, d'aller plus vite, de faire en un mois ce que vous devrez faire en un an, parce que c'est hyper complexe. Donc, réseau très, très important. Je le conseille de le faire le plus tôt possible, mais évidemment, ce n'est pas la seule chose qu'il faut avoir pour la réussite. Ok. Et ton réseau plus axé crypto et blockchain, tu te l'es fait comment? Est-ce que c'est grâce à ton rôle d'influenceur avec YouTube ou est-ce que c'est plus en participant à différents événements que tu as rencontré des personnes, tu t'es intéressé et du coup, ça t'a permis de justement le créer? Mais je vais dire les deux, hein, parce qu'en fait, effectivement, moi, j'ai d'abord un réseau de base, un nœud fort des premiers investisseurs crypto, des gens que j'ai rencontrés, puis des gens que j'ai formés. J'en ai formé beaucoup, en fait, hein, même des gens qui sont rentrés en 2012, 2013, 2014, qui sont pour certains des ancêtres, etc., des OG, comme on dit. Mais finalement, c'est moi qui les avais formés, parlé, et aujourd'hui, ils me sont d'une grande utilité parce que eux, on volait par leurs propres ailes, on se sont spécialisés. Donc, il y a le réseau dur de l'époque, puis il y a le réseau que j'ai rencontré en cours de route dans mes expériences crypto. Et puis, évidemment, il y a le réseau des événements, parce que maintenant, je participe à des événements de plus en plus. Et donc là, je rencontre des gens, même des créateurs de contenu comme moi, des gens, oui, des gens hyper calés dans certains domaines, comme la blockchain, comme dans la DeFi, enfin dans plein de domaines, dans les finances, dans le trading. Donc oui, je rencontre pas mal de gens sur les événements. Donc là, c'est des gens vraiment, je trouve, de qualité souvent. Et puis évidemment, quand on a une communauté, on a un réseau incroyable parce qu'on touche beaucoup de monde. Évidemment, moi, c'est des centaines de milliers de personnes que je touche avec ma communauté, hein, qui sont abonnés à mes réseaux. Et donc, effectivement, quand je fais une annonce, quand je demande, je pose une question, quand je cherche quelque chose, je la pose à mon réseau, à ma communauté. C'est vrai que j'ai souvent des réponses et des gens qui sont l'homme de la situation. Donc, les deux aident vraiment dans le réseau. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir une communauté, ce qui est quelque chose de rare. Hein, mais quelqu'un qui n'a pas ça, c'est la majorité des gens, en tout cas en allant à des événements, on va se créer un réseau et c'est ça que je vous conseille de faire. Ok. Et j'ai vu aussi dans certaines de tes vidéos que tu avais une équipe qui t'aidait justement à accompagner les personnes avec des spécialistes, par exemple NFT, etc. Je voulais savoir comment tu avais trouvé ces personnes et quels étaient un peu tes critères pour les recruter. Alors, effectivement, moi, toute mon équipe, intégralement, elle a été trouvée via ma communauté. Donc, il faut savoir que je me suis lancé tout seul, en tout cas, pour créer ma chaîne YouTube, pour créer mon Instagram et TikTok, etc. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus d'abonnés, de vues, plus en plus de boulot, plus en plus de demandes. Je ne savais plus répondre à tout le monde. Et donc, j'ai décidé de m'entourer, hein, de déléguer, comme on dit, il faut toujours passer à la level supérieur. Et là, effectivement, ma communauté qui avait grandi m'a vraiment aidé. J'ai toujours recruté via ma communauté en mettant une annonce sur mes réseaux. Et alors, en fait, j'ai reçu des CV, plein de demandes de gens motivés. J'en ai eu beaucoup, beaucoup. Hein, c'est ça qui est chouette aussi. Beaucoup de gens motivés. J'ai testé ceux qui me paraissaient le mieux, hein, sur papier. Et puis, parce que voilà, sur papier, c'est toujours dur de dire, donc il faut en tester plusieurs. Et puis, j'ai gardé ceux avec qui le courant passait le mieux, qui étaient dans le même mindset, que je trouvais le plus intéressant. Voilà, j'ai eu des gens hyper efficaces qui étaient moins dans mon truc. Mais voilà, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai recruté l'intégralité des gens qui m'aident aujourd'hui, de ma team, comme je les appelle. Ok, super intéressant. Maintenant, j'aimerais passer sur un autre sujet. C'est vrai que j'ai vu que tu avais des vidéos sur tout ce qui était suivi du portefeuille des Wells. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, des Wells, c'est des personnes qui simplement ont beaucoup d'argent sur des cryptos. Et je voulais savoir, est-ce que tu trouvais qu'il était pertinent de suivre ces wallets et comment tu l'utilisais dans ta stratégie? Qu'est-ce que tu regardais justement sur les Wells? Est-ce que ça te permettait de trouver des petits projets? Est-ce que ça te permettait de plus timer le cycle? Oui, mais on a développé donc en interne, donc, Nicolas, qui travaille dans l'équipe justement et qui est développeur, a développé un bot pour traquer les whales.
Et c'est vrai que on a testé ce produit en disant voilà, d'autres le font, que ça va donner, puisqu'on ne savait pas trop si on allait avoir des résultats. Et donc effectivement, on a eu des très beaux résultats avec ce bot qui voyait, qui observait les whales, qui voyait leurs coûts, qu'est-ce qu'ils achetaient, etc. Ben, on a essayé d'un peu voir si ça paraissait sérieux ou pas. On a acheté certaines choses. Et effectivement, on a fait des très bons coups. Donc, je vais dire que ça marche très bien. Ça reste un robot, donc ça veut dire qu'il est binaire. Hein, il voit quelque chose, il nous fait une alerte. À nous, après, analyser, à voir si on va suivre, si c'est pas juste un coup de fumée, comme on dit, puis ça disparaît. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que dès que le marché monte comme ces dernières semaines, par exemple, hein, où il est un peu plus nerveux, etc., il monte, ça marche très bien. On voit vraiment que quand les US mettent dans des projets, ben, si on suit très vite après, on peut faire des gros multiples rapidement. On a pu le tester. Et quand il est plus calme, ben, alors là, c'est vrai que c'est un peu plus lent, ça marche pas toujours. Mais en tout cas, franchement, voilà, en moyenne, on a plus réussi que pas. Et quand on passe, c'est souvent que ça bouge pas trop, en fait. Mais donc, oui, très intéressant, cet outil de Rails. Et d'ailleurs, on a développé un autre bot qui traque en fait les fonds, les grands fonds d'investissement qui se mettent dans des projets, qui font en fait office de Rails, hein, quelque part. Et on a réussi aussi des beaucoup avec d'autres bots. Donc, on a deux bots qui traquent ces Rails, ces fonds d'investissement. Ok, ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que je pense que traquer les whales, ça peut te permettre de suivre des insiders et donc du coup de trouver des petits projets où les whales commencent à accumuler, surtout quand elles ont déjà fait des bons coups. Après, c'est vrai que moi, par exemple, sur Bitcoin, je trouve que suivre les whales, ça peut servir, mais c'est vrai que pour faire bouger Bitcoin, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai pu regarder le comportement des holders long terme et court terme. Souvent, quand le long terme commence à vendre et les court termes commencent à acheter, c'est que il faut commencer à sortir et à prendre des profits. Donc, moi, c'est plus ce type de comportement-là que je regarde, mais c'est vrai que le Seaweed Whales, c'est intéressant aussi. Yes. Ok, on va passer sur un autre sujet. Du coup, bah, je pense que le tableau derrière toi répond un peu à la question, mais du coup, ce serait les NFT. Je veux savoir ce que tu pensais un peu des NFT de manière globale. Est-ce que tu penses que tout ce qui est NFT artistique, c'est voué à mourir ou que vu qu'il y a la communauté derrière, ça va repartir dans ce bull run? Est-ce que tu trouves que la technologie derrière est intéressante et peut servir à des choses? Voilà un peu ton avis global sur les NFT. Oui, ben, je crois que les NFT, c'est vraiment une révolution. Et donc, c'est un projet génial. Hein, donc, quoi qu'il arrive, on va pas enlever ça. Maintenant, voilà, il y a eu une énorme mode au bull run passé, on va dire, hein, il y a 4 ans. Et on a vu que tout a explosé. C'était un peu surcoté. On crée sa collection, on devenait millionnaire. Donc, il y a eu un effet incroyable avec des projets qui n'ont pas délivré. On a eu pas mal de merde, il faut le dire. Et donc, voilà. Donc, ici, bah, durant le bear market, tout était liquidé. Tous les petits projets, les gens qui ne délivraient pas étaient liquidés. Même les grands blue chips, les grandes collections, comme ici, hein, les Bored Ape, ont vraiment accusé le coup, hein, divisé par 10 quand même. C'est aussi dû au fait que l'équipe qui était vraiment pour moi la meilleure à ce moment-là ben, n'a plus délivré par après comme avant. Donc voilà, c'est toujours, on est toujours dépendant de l'équipe aussi. Maintenant, voilà, ils sont toujours là. Moi, personnellement, je n'ai pas trop perdu d'argent parce que même si c'est divisé par 10, j'ai gagné pas mal d'airdrops qui m'ont payé des centaines de milliers d'euros, il faut le dire, donc que j'ai pris comme en Ether, donc avec des Epcon, avec des terrains, avec plein de choses. Donc voilà. Donc ici, moi, ce que je pense des NFT, c'est qu'il y a une grosse mode, il y a une grosse correction très saine et que la technologie, elle est là. Ici, on est dans un nouveau cycle bull run qui est censé en train de commencer. Et je pense que les NFT vont repartir, pas aussi puissants parce que c'était un peu surcoté durant le cycle passé. Mais ça va bien monter. Il y a des projets qui sont vraiment très intéressants à nouveau. Et il va y avoir de nouveau des révolutions dans ce domaine. Et on voit que les gens, que les floor price maintenant ne diminuent plus, ce qui est un très bon indicateur. On voit que genre les collections de base comme CryptoPunk, tous les plus gros crypto-millionnaires investissent dans les CryptoPunk pour leur moment, etc., en accumulé, etc. On voit qu'il y a pas mal de collections qui montent fortement. Donc oui, je pense que les NFT vont repartir et qu'il y a une très belle technologie derrière, quoi qu'il arrive. Ok, et du coup, quand tu choisis d'acheter une collection NFT, tu te bases sur quels critères? Tu vas plus y aller au feeling en te disant j'aime bien cette collection, ou est-ce que tu vas essayer un peu plus de regarder tout côté communautaire, même si c'est assez compliqué de le définir et de le suivre? Voilà, quels sont un peu tes critères pour choisir les collections NFT dans lesquelles tu investis? Alors,
effectivement, moi, je suis pas je suis très crypto, je suis un petit peu NFT. Mais alors, quand j'investis en NFT, j'aime bien vraiment acheter des beaux gros projets enfin, qui restent dans le futur et qui peuvent pas mal délivrer, faire des airdrops, etc. Ça, c'est personnel. Avec mon équipe, quand on essaye de faire des coups, comme on dit, comme les crypto-monnaies pépites, on achète des NFT pour attendre un fois 2, fois 3, fois 4 et sortir. Donc les minter, etc. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment la stratégie. Et alors, pour les critères, évidemment, on va regarder. C'est toujours la même chose. Hein, on va regarder l'équipe qui est derrière, parce qu'il y a des équipes qui sont connues pour bien délivrer, qui sont sérieux. On va regarder la communauté qui s'accroche, parce que vraiment, si on a une communauté super dynamique, active, etc., et qui vont mettre des airdrops, ils vont faire des choses pour vraiment unir la communauté et les lier à tout ça, ça va vraiment donner un gros coup de pouce aux NFT. Et puis aussi, ce qu'ils vont délivrer, ce qu'ils parlent de délivrer. Alors ici, j'ai un exemple que je ne sais pas si tu avais ce genre de questions, je spoil ou pas, mais j'ai un exemple d'NFT que j'adore et que je viens d'acheter hier. Ma vidéo sur demain, on va voir que je vais acheter un NFT. J'avais acheté ce petit Bored Ape il y a 3-4 ans. Je vais acheter un super NFT ici. Ça sort sur ma chaîne demain. Et voilà, je peux le dire ici parce que là, ça sortira encore après. C'est un peu de Guy Pingouin. Cette collection, pour moi, sera la collection du bull run futur, parce que il va y avoir plein de choses qui vont délivrer. De nouveau, à l'époque, avec le Bored, il lançait on va dire, la notion de clubbing. Donc, on crée un club, tous les stars achètent ces NFT, on a accès à des soirées, on a accès à des événements, on a des airdrops incroyables. Et donc, tout ça n'existait pas avant. Et donc, ils ont vraiment révolutionné le monde comme ça. Et maintenant, les Pudgy, ils vont plus loin. Ils parlent d'airdrop, bien sûr, mais ils parlent d'une blockchain, ils parlent de crypto, comme ça a été avec les bitcoins, etc. Mais maintenant, ils parlent carrément, ils le font déjà, hein, donc que nous, si on achète une figurine, donc un NFT, comme je l'ai fait hier, il peut désigner pour rentrer dans un dessin animé ou être produit en peluche, être vendu dans les plus grands supermarchés américains, même sur Amazon, etc. Et donc, ceux qui ont déjà eu la chance d'être tirés dans leur NFT comme peluche et dessin animé, etc., ils ont gagné aujourd'hui, il faut bien entendre, 25 000 € sur les 6 premiers mois de l'année. Donc, ça veut dire qu'on part pour du 50 000 € de revenus passifs par an. Voilà, si moi je suis tiré ici avec ma peluche, j'ai acheté 30 000 € ici mon NFT, mais je vais avoir 50 000 sur une année, je vais déjà être remboursé. Si j'ai des airdrops à plusieurs dizaines de milliers d'euros, je vais être remboursé. Donc, je pense qu'il y a de l'avenir pour les NFT, et les NFT qui révolutionnent comme l'a fait les Bored Club et vont le faire, à mon avis, les petits pingouins. Ça, j'adore de voir tout ce qu'on peut faire. Ils ont plein de trucs à faire. Hein, et donc, eux, en tout cas, ils délivrent vraiment fort. Et c'est du réel, on voit déjà les résultats. Et je pense que quand les gens vont comprendre tout ce qu'ils sont en train de faire, ça va exploser. Quand la masse va comprendre, je crois que le floor price va exploser de cette collection. Il y a beaucoup de buzz. Il faut savoir aussi qu'ils donnent des gifs de nos figurines. Ils nous aident, ils nous donnent des templates, ils nous donnent plein d'outils marketing pour qu'on se fasse connaître, pour nous aider à médiatiser notre NFT. Et donc, ça fait le buzz. Ça permet de faire le buzz à la communauté. Ça aide à faire le buzz. Et oui, je crois qu'un x10 ne serait pas fou durant ce bull run. Maintenant, est-ce que je vais sortir peut-être. Quand j'ai fait x10, c'est l'erreur que j'avais peut-être commis avec celui-là. Mais peut-être si j'ai le revenu passif, je n'aurais pas envie de sortir. Et du coup, ça ne sera peut-être pas diminué comme ça l'a été avec les Bored. Non, mais c'est intéressant que tu ailles sur des collections NFT justement qui te délivrent des choses, qui te donnent des avantages et qui aussi ont ce côté marketing, parce que je pense que c'est l'une des choses les plus importantes sur des collections communautaires comme ça, qui est le marketing justement pour faire l'attraction. Et tu as parlé de airdrop, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que tu farmes d'autres airdrops sans les NFT, peut-être en essayant d'utiliser une blockchain, d'utiliser des bridges? Est-ce que tu vas un peu sur des airdrops aussi? Alors, l'airdrop, c'est génial pour les gens qui ont des petits portefeuilles, qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc., qui ont besoin de se créer de l'argent, parce que l'argent fait de l'argent, hein, on le sait. Une fois qu'on a de l'argent, c'est plus facile. C'est vrai qu'à mon niveau, moi personnel, je parle, hein, évidemment, je n'ai pas besoin d'aller sur des airdrops, parce que c'est des très petits gains par rapport à ce que j'ai. Et donc, je ferais mieux de passer du temps à miser sur les bons coups. Mais j'invite vraiment les gens qui ont des très petits portefeuilles. J'ai des gens qui disent, ouais, j'ai que 500 €, j'ai que 1 000 €, comment je vais faire pour monter? Il faut augmenter petit
petit à petit. Mais s'il y a des airdrops qui nous aident à avoir le deuxième millier d'euros, le troisième millier d'euros, il faut y aller, il faut bosser, surtout c'est les manches. Donc les airdrops, je trouve ça très chouette pour les gens qui se lancent, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà, sinon je vous dis, allez travailler les gars, épargnez, mettez votre argent en crypto. Mais voilà, ceux qui n'ont pas le temps, pas le truc, qui ont déjà un boulot, ben, airdrops très très bien. Alors oui, moi avec ma team et donc toute ma communauté, on scanne tout le temps tous les airdrops qui sont sur le marché avec Nicolas et Garance. C'est le spécialiste, hein, il repère tous les airdrops. On fait tous les testings, etc. Personnellement, c'est mon équipe qui le fait, mais on le fait en tout cas avec ma communauté, effectivement. Ok, bah, c'est vrai que moi les airdrops, j'en ai fermé certains, mais c'est plus en fait en utilisant la blockchain que j'en ai reçu. Donc c'est plus en l'utilisant et après ça revient, mais c'était pas l'objectif premier. Donc ouais, ok, moi je comprends aussi le côté, forcément quand tu as un portefeuille à 100 000 ou 1 million, toucher 1 000 $, ça change pas grand-chose. Quand tu as 1 000 $, ça le double directement. Mhm. Ok, du coup, je voulais passer sur une autre partie, un peu plus tout ce qui était ta gestion de portefeuille. Déjà, je voulais savoir si tu avais plus un profil investisseur ou si tu faisais aussi un peu de trading. Alors, moi, j'ai toujours été un investisseur avant tout. Un trader, je me suis testé en trading. J'ai gagné beaucoup d'argent au début et j'ai tout perdu, puis j'ai perdu plus que ce que j'avais gagné. J'ai bien compris qu'en fait, c'était juste une illusion, comme beaucoup de traders, ou bien quand un joueur de poker qui a de la chance au début, il croit qu'il est bon, mais en fait, il se fait ratamer quand il y a les champions qui sont à côté de lui. Je pense que trader, on ne s'improvise pas trader. Il y a 2-3% de la population qui peut être un bon trader. Dans les traders, je parle. Et encore, voilà, et il y a des gens qui mentent sur leurs gains. Voilà, mais moi, je suis honnête avec moi-même. Je ne suis pas un trader. C'est un boulot, c'est un job, le trading. Moi, j'ai d'autres compétences que j'utilise. Et voilà, je pense que je suis maintenant devenu un bon investisseur. J'ai aussi été, à mes débuts, un très mauvais investisseur, même si j'ai eu la chance de rentrer tôt, donc d'être, enfin, comment dire, d'être pardonné, on va dire, de mes erreurs. Mais voilà, j'ai été un mauvais investisseur aussi. Là, par contre, je trouve que je suis devenu pas mal. En trading, je suis toujours mauvais. Donc, je suis un investisseur avant tout. Je mise dans des projets. Ça ne m'empêche pas de miser dans les crypto-monnaies pépites, hein, qui sont nerveuses et qui peuvent faire des multiples de x3 en une semaine ou un mois et sortir du projet. Alors voilà, ce n'est pas du day trading, ce n'est pas tous les jours que je regarde mes choses, mais je regarde mes wallets et voilà, effectivement, ça n'empêche pas d'investir dans des projets qui sont assez nerveux et bah oui, qu'il faut être prêt à sortir rapidement. Ça, c'est vrai. J'ai eu un peu la même expérience que toi. C'est vrai que je m'étais dit, vas-y, j'ai fait un peu de trading. Les 3 premières semaines, j'ai fait x4 ou x5. Je me suis dit, je suis un génie. Et la semaine d'après, je suis revenu au montant initial. Donc, j'avais gagné 10 $ en un mois, un gros, un gros salaire. Donc, c'est vrai que moi aussi, plus investisseur, je pense que ça demande une gestion des émotions et surtout, quand tu commences à te croire un petit peu trop fort, tu te prends une baffe instantanée derrière. Et Exactement. du coup, je voulais savoir comment tu construisais un peu ton portefeuille. Si tu étais, bon, tu l'as un peu dit, mais en pourcentage, on va dire, combien de pourcents tu mets sur tout ce qui est blue chips, Bitcoin, Ethereum et peut-être les crypto-monnaies top 10, top 20, et combien de pourcents dans ta gestion du risque tu t'autorises justement pour essayer d'aller chercher de la performance sur les petites crypto-pépites avec des petits market cap plus risqués. Oui, ben, donc ça dépend un peu du marché, hein. Donc voilà, en crypto-monnaie, on a quand même repéré une phase de marché qu'on appelle le bear market, qui dure certainement une année où ça descend fort, puis ça se stabilise un peu l'année après, en montant un petit peu, puis ça monte 2 années. Donc c'est clair qu'en période de bear market, mauvaise période, bon, on ne va pas toujours venir, hein, le bear market, mais donc l'idéal ce serait de mettre dans des stablecoins, évidemment. Bon voilà, mais on n'est pas toujours dans l'idéal. Donc moi, évidemment, quand je ne sens pas trop le marché, on va dire ça comme ça, je mets plutôt dans du Bitcoin, de l'Ether, du Solana, enfin les grosses valeurs qui sont du top 5, parce que ça bouge moins. Maintenant, quand je sens que le marché va décoller, il y a deux possibilités. Il y a vraiment la mienne, mais qui est le cas de très peu de monde. Quand on est crypto-millionnaire, on ne va pas essayer de jouer trop avec le feu. Donc, on va quand même mettre une grosse partie en Bitcoin et Ether. Mais moi, dans le passé, moi qui voulais changer de vie, moi qui voulais faire des gros coups, ou la majorité de ma communauté qui veut faire des gros coups, dans une période de bull run, quand ça monte, je ne conseille pas de garder du Bitcoin qui ne va pas beaucoup bouger, même de l'Ether. Je conseille d'aller dans des pépites, mais en tout cas, en acheter plusieurs parce qu'on ne peut pas jouer à la roulette, hein, on ne peut pas aller dans un truc qui va se cracher. Donc, au moins, miser sur 10, 20, 30 crypto-monnaies pépites. Et alors là, ça va s'équilibrer. Alors, évidemment, moi, en tout cas, dans mon groupe premium, où on fait un portefeuille ensemble pour gagner ensemble,
je prends quand même je vais dire des sécurités en achetant encore plus du Bitcoin, parce que là, j'ai quand même lâché, mais de l'Ether, du Solana ou du BNB. J'achète encore une partie, 30% de ça. Mais après, je vais aller dans des cryptos, des pépites qui gravitent autour. Et voilà, et il faut jamais tomber amoureux d'une crypto. Une fois que ça fait un bon multiple qu'on a défini, ben, on la revend. Et avec les gains, on va réinvestir dans d'autres pépites qu'on a trouvées. Et toujours au bon moment, il faut toujours investir dans une correction d'une crypto ou en tout cas dans une phase de stabilisation qui est longue. On sait que ça va, comme un volcan, ça va exploser, quoi. C'est un peu ça c'est comme ça que je gère un peu mon patrimoine en fonction des cycles. Ouais, moi je fais aussi un peu cette stratégie de ruissellement. J'avais par exemple en bear market à partir des 30 000 jusqu'au quasiment 15 000, j'avais acheté principalement du Bitcoin et un peu d'Ethereum parce que je me suis dit si ça baisse, ça baissera moins. Sur la montée, j'ai commencé un petit peu à switcher. Après, je m'étais dit quand on arrive au all-time high, je fais pas la même bêtise, je vais prendre beaucoup de profit. Et j'avais pas mal switché mes Bitcoins en Ethereum. Bon, pour l'instant, ça me réussit pas trop, mais sur le plus long terme, j'espère que ça va marcher. Donc, ouais, cette stratégie du ruissellement, c'est vrai que je l'ai fait pas mal. Et tu m'as dit que toi, tu avais environ 20 ou 30 cryptos. Je voulais savoir un peu justement comment tu diversifiais sur les différentes cryptos, parce que souvent, on dit que trop de cryptos, c'est un peu compliqué à suivre. Bon, après, peut-être toi, tu as des équipes qui t'aident, donc c'est peut-être plus simple. Mais voilà, souvent on conseille maximum 10 cryptos avec une grosse partie dans les grosses pour justement pouvoir les suivre plus facilement, parce que si tu as un événement qui arrive. Donc voilà, je voulais savoir un peu comment tu gérais ta diversification en nombre de crypto-monnaies. Alors évidemment, aujourd'hui, au début, j'étais seul, donc j'étais un peu seul à travailler. Donc c'est clair que quand on est seul, ben, il faut pas acheter trop de crypto, comme tu le dis, parce que sinon on va se perdre, on va bien suivre, on n'est pas capable. Donc voilà, donc c'est clair. Aujourd'hui, je travaille avec une équipe que j'ai recrutée, qui est très performante, qui est très motivée, que je remercie encore aujourd'hui, voilà, qui analyse vraiment, qui regarde vraiment, passe leur journée à analyser tous les cryptos, quelque chose que moi j'ai plus le temps de faire. Et donc en plus, ils sont plusieurs, et donc là, ben, il me sort des listings. On regarde évidemment plein de critères pour sélectionner ces crypto-monnaies qu'on observe. Et alors, dès que évidemment, on l'achète pour créer un portefeuille de base initial. Et puis après, dès qu'on revend parce qu'on a fait des gains, on regarde celles qui, du portefeuille en observation, nous paraissent être le meilleur moment de rentrer dedans. Donc, parce que justement, il y a une correction où il y a eu une stabilisation très longue. Mais on va jamais rentrer dans un projet qu'on a mis sur la liste qui a déjà explosé, qui a fait un x3 un mois avant. On va dire, oui, il était là, mais maintenant, il a fait un x3. À moins qu'il fasse une correction divisée par 3 ou 6, on ne rentrera plus dedans. Donc voilà, donc ça, les critères, c'est vraiment mon équipe qui travaille pour ça. Évidemment, je contrôle, hein, j'ai toujours mon mot à dire et je regarde un peu qui me paraît bien ou pas. Maintenant, il faut du grand taf, hein, ils sont de plus en plus autonomes et du bon taf. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on on peut en gérer jusqu'à 30 aujourd'hui. Mais je ne conseille pas, évidemment, si on est seul dans son coin, d'en gérer 30. Ok, et je voulais savoir pour quels étaient les red flags qui te faisaient directement dire je n'achète pas ces cryptos. Alors oui, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un grand red flag, c'est sur la tokenomics des projets. On voit qu'il y a des projets qui sont très beaux sur papier, qui ont même une très belle équipe, mais après que ils délivrent les cryptos, enfin les tokens d'une manière vraiment qui va faire ça va jamais monter. Donc genre ils vont avoir 10% à la sortie, puis ils vont garder 90% et ils vont les bazarder tout le temps, tout au long des années qui suivent et donc ou bien garder trop de tokens pour eux, pour l'équipe. Et donc, tout ça, évidemment, c'est un grand red flag. On va dire non, ça, on ne rentre pas dans des tokenomics dégueulasses. Donc, ça, c'est le critère principal. Et puis, ceux de base pour les NFT, pour les cryptos, pour tout, c'est vraiment regarder si l'équipe, elle va délivrer, si elle est connue pour ça. Si elle n'est pas connue, c'est un peu au hasard. Et si après, s'il y a une communauté derrière, parce que s'il y a une communauté derrière qui est une vraie communauté et qui est très intéressée par le projet, on sait que ça va être soutenu, que ça va, voilà, qu'on va miser dessus. Donc voilà, je crois que c'est ça les critères. Et donc, les red flags, c'est évidemment pas avoir de communauté et avoir une mauvaise équipe. Ça, c'est les deux red flags, effectivement. Ouais, c'est vrai que moi je vais regarder aussi déjà si le projet a Twitter, parce que j'ai l'impression que si tu n'as pas Twitter en crypto, déjà ça pue un peu. Après, Mm. regarder forcément l'évolution de la communauté, mais aussi s'ils ont, je pense que tu as 100 000 abonnés et qu'au niveau interaction, tu as 2 likes, tu te dis, bon, ils les ont sûrement achetés. Et après, ouais, c'est vrai qu'il y a aussi le côté tokenomics. Je veux aussi regarder la Fully Diluted Market Cap, parce que je me dis, quand tu as des projets comme Starknet, qui est un super projet, mais qui sort à 15 milliards
de FDV. Et forcément, tu te dis, ça va être compliqué et les gains ont déjà été faits avant. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas rentré dedans. Et là, je me dis, c'est peut-être le bon moment de rentrer maintenant que ça a fait une énorme chute par rapport au début. Et je voulais savoir quelle a été ta pire erreur. Je pense que c'est une question importante à poser parce que ça permet aux personnes de gagner du temps. Moi, personnellement, dans mon premier bull run, j'ai réussi à sortir avec pas mal de multiples, justement parce que j'écoutais beaucoup de contenu et que je me disais, mais tout le monde dit la même chose, il faut prendre des profits, même si on a l'impression que c'est trop tôt, il faut comprendre dans quoi on investit. Et du coup, ça m'a permis de gagner du temps, parce que c'est vrai que je crois que 90% des personnes perdent au premier bull run. Moi, ça m'a permis de gagner du temps et dès le premier bull run, d'être bénéficiaire. Donc, je voulais savoir quelle était un peu la pire erreur que tu aies fait en crypto. Bah, la pire, bon, elle est très simple. C'est moi, personnellement, c'est que j'avais laissé tous mes cryptos sur un exchange à mes débuts voilà, j'avais pas mis sur la blockchain, j'avais laissé sur l'exchange. Je connaissais la blockchain, j'avais fait des allers-retours, mais ça m'embêtait de pas pouvoir trader directement, etc., pas avoir accès rapidement. Surtout qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant, hein. C'était plus compliqué de passer d'un truc à l'autre. On n'avait pas des ledgers, on n'avait pas des trucs comme ça. Donc, oui, donc moi, j'ai tout mis sur un exchange, par simplicité. Je n'ai même pas diversifié et j'ai tout perdu. Donc ça, c'est clair qu'une erreur déjà, diversifier vos cryptos, ledgers différentes, mettez sur des exchanges différents, parce que j'ai entendu aussi beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent parce qu'ils ont perdu leur clé privée. Donc, quand on est amateur, des fois, je dis, vaut mieux mettre sur une plateforme que sur la blockchain. Mais voilà, donc la pire erreur, c'est avoir laissé tous mes fonds à un seul endroit et les perdre, parce que ça fait perdre tout. Alors après, si je donne une petite erreur un peu plus comme toi, effectivement, c'est de croire que ça va toujours monter et puis jamais revendre, parce que voilà, ben alors là, on fait la montagne russe, on est grand gagnant et puis finalement, on a juste vécu un rêve, on était millionnaire et puis on a tout perdu et voilà, le chariot est redescendu. Donc là, savoir revendre dans une montée, ça c'est vraiment un principe qu'il faut apprendre, que j'ai appris durant les cycles précédents. Heureusement, le Bitcoin, par exemple, qui était ma crypto principale tout le temps, qui m'a toujours accompagné, est toujours monté au final, est toujours descendu pas aussi bas que le bas que j'avais misé, et donc descendu de plusieurs étages pour remonter encore plus haut. Donc voilà, c'était une erreur, mais ça m'a pas fait perdre d'argent, ça m'a fait toujours gagner de l'argent, mais moins vite. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans des crypto-monnaies plus pépites où on tombe amoureux parce que c'est la crypto-monnaie du futur, sachez la revendre quand ça ne se passe pas bien, parce que ça va descendre fort. Les crypto-monnaies comme ça descend x10, x20 dans un bear market. Un Bitcoin, ça va descendre peut-être x3, x4, mais jamais x10, x20 comme les pépites. C'est vrai que c'est intéressant que tu aies remonté le fait de sortir sur des ledgers et tout ça, parce que même moi, au début, j'étais là, oh là là, même si j'ai un portefeuille pas dégueu, bah, je dois payer 20 $ pour transférer mes Ethers et après 20 $ pour transférer mes Chainlink. Ça fait 40 $ en moins. Donc, et c'est vrai qu'au final, moi j'ai réussi à ne rien perdre sur FTX parce que j'avais des crypto-xus que j'ai sortis peut-être 2 mois avant en me disant, bon, allez, je fais l'effort, je m'achète une Ledger et je les sors. Et du coup, ça m'a quand même bien sauvé les fesses. Donc, c'est vrai que tu te dis, bon, sauver plusieurs milliers ou dizaines de milliers de dollars pour 40 $ de frais, ça peut valoir le coup. Exact. Ok, maintenant je voulais passer sur une question un peu plus globale. Quel était un peu ton avis sur le marché? Est-ce que selon toi, on a déjà vu une belle partie de la montée avec cet ATH, on va dire un peu précoce par rapport au cycle habituel? Ou est-ce que tu penses que le meilleur est encore devant nous avec par exemple la Fed qui commence à baisser ses taux, le président américain qui pourrait être peut-être plus pro-crypto? Voilà. Où est-ce que tu penses un peu qu'on en est sans boule de cristal? On n'est pas Madame Irma, on ne peut pas prédire le futur. Oui, ben en fait, déjà, ce qui est très important de savoir, parce qu'il y a quand même 14 ans que je suis dedans, c'est que pour moi, le marché, il va super bien. Marché crypto, je parle. Pas spécialement le marché macroéconomique, mais crypto, parce qu'on a vraiment, il y a une évolution immense depuis plusieurs années dans les cryptos. Il y a une adoption immense aussi, même si c'est pas, on n'est pas du tout à 100%, mais il y a des évolutions qui ont été faites. Voilà, on voit même que pour la présidence américaine, Trump, il se met pro-crypto. Kamala, elle se met aussi, bah oui, les cryptos, j'aime quand même bien. Donc, on voit quand même que les gens sont en train d'aimer les cryptos, en tout cas de ne pas faire semblant que ça n'existe pas ou qu'on ne dise plus que ça va disparaître, parce que moi j'ai connu tout ça. Et on voit aussi qu'il y a des projets qui se développent dans tous les sens, des projets sérieux, beaucoup d'entreprises qui misent dans la blockchain, dans la DeFi, dans tous ces trucs, la DePIN, etc. Donc je veux dire qu'il y a vraiment une évolution incroyable. Il y a eu les NFT qui sont sortis, qui progressent, qui font des choses. Donc tout progresse dans l'industrie. Donc c'est vraiment incroyable. Pourtant,
quand on regarde le prix actuel, il peut même être plus bas qu'il y a 4 ans, parce on avait l'ATH il y a 4 ans qu'on a rebattu, hein, mais qu'on a nouveau un peu plus bas, alors que le marché n'avait rien à voir. Donc, il était surcoté à l'époque. Maintenant, on est un peu sous-coté parce que ça s'est vraiment fortement développé. Tous les signaux sont bons aussi, hein. Je veux dire, il y a eu pas mal de gros soucis les dernières années. On n'en a plus trop pour le moment, hein, entre les FTX qui ont faillite, les tokens qui disparaissent comme le Terra Luna. Enfin, vous avez connu l'histoire aussi. Il y a eu pas mal de problèmes qu'on a connus. On a eu des très mauvaises nouvelles aussi de plein de choses. Donc, finalement, on voit qu'on surmonte toujours les problèmes, les crashs, et puis on va voir plus haut. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que l'évolution, elle est là. Donc, voilà. Clairement, le marché ne peut que monter parce qu'il est vachement beaucoup plus loin qu'il y a 4 ans. Et donc, on devrait être, selon moi, 3 fois plus loin qu'il y a 4 ans, alors qu'on a quasi le même prix que l'ATH d'il y a 4 ans. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour rassurer les gens. On n'a aussi que 10% à dedans. Donc, il faut savoir qu'Internet, quand il y avait 10%, on est passé quasi à 100% les années qui ont suivi, quand Internet a été créé. Là, on est passé de 1% à quelques années à 10%. Maintenant, on a encore de la marge pour aller vous faire alors, au moins le x9, on va dire. Donc, voilà, savoir que plus il y a de monde, etc., c'est une très bonne nouvelle. Tout ce qui est ETF, évidemment, c'est pour l'économie, en tout cas pour le prix, c'est juste incroyable. Faire rentrer tous les grosses fortunes, les institutionnels, dans la danse des crypto-monnaies parce qu'ils ne savaient pas rentrer, c'était trop, ils avaient peur de manipuler les choses. Le fait qu'il y a des ETF, ça fait un pont pour tous ces gens et donc il y a des mannes d'argent incroyables qui va rentrer et on ne pourra pas revenir en arrière. C'est là, ça rentre, ça ne ressort plus. Et donc, oui, moi je crois que tout est là pour que ça explose. Et en plus de ça, oui, dans les nouvelles récentes, le taux a enfin diminué, le taux directeur américain. Il y a les élections qui arrivent. Voilà, même si le marché est maintenu artificiellement macroéconomique, le marché, on voit bien qu'il fait quand même un effort pour remettre des liquidités. Donc, je pense quand même qu'on est bien parti pour l'année qui arrive pour un beau bull run. Maintenant, voilà, c'est clair que l'économie réelle, en tout cas des dollars, etc., c'est pas très beau. On cache bien les mers derrière, comme on dit. Et voilà, il faut toujours faire attention parce que des fois, c'est un peu lié aussi, même si on peut être une valeur refuge. Donc, l'avenir nous le dira. Donc, voilà, en tout cas, les cryptos, je le sens bien pour les mois qui arrivent. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et en plus, il y a quand même un comportement cyclique avec des cycles de 4 ans. Pour l'instant, ça se respecte depuis 15 ans. Donc, moi, je me dis que ça devrait encore suivre. Donc, c'est vrai que là, ça nous emmènerait, je crois, un top vers octobre ou novembre 2025. Donc, c'est vrai que je pense aussi que même d'un point de vue cyclique, en plus, avec toutes les news qui sont plutôt positives, qu'on devrait aller plus haut. Et du coup, je voulais savoir, dans le marché justement des cryptos, est-ce qu'il y a des écosystèmes que tu suis plus que d'autres? Est-ce que tu vas rester sur les bonnes vieilles cryptos, comme par exemple l'écosystème Ethereum, où il y a le plus de DApp, le plus de développeurs, le plus de finances décentralisées avec beaucoup de TVL? Est-ce que tu vas aller peut-être sur des écosystèmes un peu plus technologiques, comme Atom Cosmos, bon, avec son jeton qui sous-performe, mais il y a quand même énormément de projets qui utilisent son Cosmos SDK, on a vu Axelar, Celestia et bien d'autres. Ou est-ce que tu vas aller plus sur des écosystèmes attractions, comme par exemple Solana qui a su créer pas mal de hype avec les airdrops de base, avec l'airdrop de Jupiter et ensuite avec tout ce qui était Memcoin? Oui, alors, ouais, donc tout ce que tu as dit est très intéressant. Donc, Ethereum, déjà en un, il faut savoir que c'est les premiers à avoir lancé les smart contracts, etc. Donc, c'est comme le Bitcoin, il a lancé les crypto-monnaies. Je pense que c'est des choses qui ne vont plus bouger. Donc, moi, je crois que l'Ethereum est fort critiqué aujourd'hui, etc. Mais il restera et il va taire tous les critiques et on verra dans le cycle suivant qu'il sera toujours là et encore plus là. Donc, ça, c'est ce que je pense personnellement. Donc, ça, c'est la valeur sûre. Alors après, voilà, il y a tous des écosystèmes que tu as cités qu'on trouve très intéressants avec notre team, etc., qu'on testera et qu'on teste, et avec des cryptos qu'on achète d'ailleurs sur ces systèmes, Cosmos et tout ça. Mais nous, si j'en ai un à mettre en avant, qu'on met vraiment en avant avec notre team, c'est le nouveau écosystème Base, hein, donc de Coinbase, en fait. Il faut savoir que si je dis ça, c'est parce que aussi que le bull run précédent, il y a eu tout l'écosystème Binance qui est arrivé avec sa blockchain, ses NFT, sa crypto-monnaie. Il y a eu pas mal de choses, il y a eu beaucoup de buzz là-dessus. Ils ont vraiment fait du bon taf et donc tout ça a été très, très solide. Ça a fait beaucoup le buzz.
Et je pense qu'ici, Coinbase, qui se positionne quand même dans les plus grandes plateformes d'échange actuelles et qui a réussi à avoir le contrat des ETF, etc. Donc, c'est pas la rigolade. Aujourd'hui, lance aussi sa blockchain Base avec tout son écosystème autour. Et je pense que on parle de buzz. Je pense qu'il va y avoir un buzz pour un écosystème, pour le bull run qui arrive, ce sera plutôt Base aujourd'hui qui va faire le même coup qu'a fait Binance lors du bull run précédent. Ah, c'est vrai, Base, moi personnellement, j'ai acheté un de leurs DEX, Aérodrome, je crois que ça s'appelle. Ah, excellent. Justement, je me suis dit que ça pouvait plutôt bien marcher. Ça fait partie on va dire, des 20% de mon portfolio sur des petites cryptos où je cherche un peu plus de rendement. Donc forcément, c'est un peu plus risqué. Hein. Là, il y avait eu une belle hausse dès que le Bitcoin est descendu, forcément, c'est bien descendu. Mais je pense que c'est le genre de crypto qui peut bien performer. Et je voulais aussi ton avis un peu sur on va dire, deux, trois narratifs que tu trouvais les plus intéressants pour le bull run à venir. Est-ce que tu penses que le marché a de la mémoire et donc que tout ce qui est IA d'épines va réavoir une jambe haussière, ou est-ce que tu es peut-être un peu plus fondamentaux avec peut-être la DeFi, avec l'arrivée des institutionnels qui chercheront des rendements, ou peut-être le gaming? Oui, oui. Après, voilà, comme je dis souvent, les narratifs qu'on entend, réentend, on va pas en pondre des nouveaux parce que, voilà, finalement, pour qu'il y ait un narratif à la mode et qu'il y ait beaucoup de masse et un prix qui monte, il faut qu'il y ait une pub autour, qu'on entende et on réentende. Donc, c'est les narratifs que vous connaissez. Moi, je suis plutôt, effectivement, oui, intelligence artificielle, un très bateau, mais je pense que c'est parce que c'est bateau que ça va monter encore plus. Et alors, évidemment, oui, RWA, qui pour moi aussi est un des gros narratifs. Et puis la Dépine, j'aime bien ces trois-là. Enfin, j'aime bien la gaming, les meme coins, tout ça. C'est aussi des trucs très intéressants qu'on entend. Mais ouais, si j'en citais trois, je citerais ces trois-là, quoi, pour la vague suivante. Et oui, donc je crois que ceux qui sont à la mode, qu'on entend beaucoup aujourd'hui, la masse va rentrer dedans et que c'est ceux-là qui risquent de faire le plus de liquidité, de gains. Et je voulais savoir si tu pouvais nous donner un, deux ou même trois petits projets un peu sous les radars avec un bon risque-rendement que tu aurais acheté récemment. Après, ça peut être un projet qui n'a pas encore sa crypto. Mhm. Oui, oui, mais voilà, pour pas non plus lâcher un truc très risqué. Et si on suit les narratifs que j'ai dit, il y en a un qui est plus connu sans doute de l'intelligence artificielle, qui est le Tao. Il faut savoir qu'avec ma team, on a acheté du Tao très tôt, on a fait des très gros multiples, on a gardé une partie, mais je pense que c'est tellement médiatisé, tellement connu, la masse va tellement arriver après qu'on peut encore se faire du multiple là-dessus. Donc voilà, dans l'intelligence artificielle, le Tao, c'est très, très, très intéressant selon moi. Dans les RWA, je pense que nous, on a acheté, et j'ai encore acheté en masse du Hondo Finance. Aussi de très chouette token avec la DeFi, enfin tout ce qui est tokenisation des actifs et ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui répond bien à ça, qui a une très belle équipe, qui délivre. Donc Hondo Finance, je le mettrai aussi dans des choses qui peuvent exploser. Et alors, dans le troisième que j'avais dit la Dépine. Oui, moi, il y a un projet que j'aime encore bien, qu'on a aussi acheté, c'est le LivePeer. Donc voilà, donc trois projets qui selon moi, avec les narratifs qu'on a cités, voilà, peuvent décoller. Après, j'en ai plein. J'ai un groupe premium avec tous les pépites. J'ai aussi, je ne sais pas si toi tu as vu, lancé une vidéo YouTube où j'ai mis $1 million sur la table, où j'ai acheté 10 pépites plus 3 gros projets, Ether, Solana et BNB, pour me faire un portefeuille qui a déjà bien pris, puisqu'en 2 semaines, il a perdu 10%, maintenant il en a gagné 20%, donc je suis à plus 11% aujourd'hui. J'ai gagné 110 000 $. Donc là, vous pouvez observer aussi mon portefeuille qui est sur une adresse Ether, et donc on peut regarder les cryptos en temps réel, hein, que c'est pas du fake, comment elles évoluent. Je peux pas baratiner que j'ai fait des gains alors que j'ai perdu. Donc voilà, j'ai perdu au début, j'ai gagné. Donc là, il y a aussi des crypto-monnaies à aller voir si vous voulez. Ok, non, mais très intéressant que aussi j'avais vu ta vidéo. Et du coup, tu as déjà prévu ta stratégie de revente, ou est-ce que ça va être en fonction, de chaque crypto? Est-ce que ça va être en fonction d'indicateur de surchauffe? Peut-être, je sais pas, tes réseaux sociaux qui d'un coup explosent, le Fear and Greed qui est dans le Total Grid. Voilà, est-ce que tu as une stratégie globale, ou est-ce que c'est pour chaque crypto, tu as déjà des paliers de revente? Alors,
Évidemment, il faut toujours fixer des objectifs à l'avant, sinon on navigue en freestyle et on fait n'importe quoi, on s'accroche, il y a de l'émotion et quand il y a de l'émotion, c'est pas bon. Donc oui, donc on a bien des objectifs pour chaque crypto, de multiples, souvent x3, et puis on revend et on rachète d'autres. Et alors, c'est vrai qu'en fonction d'une nouvelle qui peut changer, l'objectif peut changer, mais ça, il faudrait vraiment que c'est une nouvelle de dingue. On apprend que une nouvelle de malade, que Elon Musk va investir là-dedans, et donc on peut se dire que le x3 était peut-être pas assez gourmand et on va aller un peu plus haut. Mais sinon, tenons notre plan s'il n'y a pas de nouvelles incroyables à la base. Et donc, oui, j'ai une stratégie. Comme on a dans le premium, j'ai fait un portefeuille simplifié, comme on parlait pour les gens qui savent pas faire tout en même temps. Pour le montrer, délivrer aussi. Et effectivement, ben, je revendrai, etc. Alors, les gens doivent vraiment suivre mon portefeuille pour me traquer, pour voir ce que je fais. Parce que là, je ne vais pas tout le temps le dire. Hein. Évidemment, dans mon groupe premium, je dis tout le temps, j'achète aujourd'hui, je vends, je fais ci, j'achète, je rachète ça. Voilà. Mais en tout cas, la stratégie doit être écrite à l'avance, ça c'est sûr. Non, mais c'est bien que tu aies des rendements réalistes. C'est vrai que souvent les personnes ils disent j'ai des targets, mais ma première elle est à x10, la deuxième est à x50 et la troisième à x100. Tu te dis bon, mon coco, On si tu s'ennuie arrives un alors. peu trop tard, tu vas même pas arriver au TP1. Et je voulais savoir aussi, est-ce que tu gardes pour certaines cryptos un moonback, peut-être, je sais pas, 20% de ce que tu as acheté, tu le gardes pour la pointe de hype parce que tu te dis que justement, souvent, moi j'en garde un petit peu sur certaines cryptos parce que je me dis, je la vends et c'est vrai que c'était un peu dur au précédent bull run de vendre une crypto et que derrière elle refasse x5. C'est vrai que ça peut te faire un peu mal à la tête. Donc si tu gardes, je sais pas, 10 ou 20% dessus, au moins tu te dis, je profite un peu de cette hausse. Oui, c'est vrai que, ben, en fait, souvent, quand nous, on fait des gains avec une crypto, donc quand on doit la revendre, il y a toujours le choix, on revend tout. Donc, si on fait un x3, est-ce qu'on va tout revendre pour acheter 3 nouvelles ou beaucoup plus dans une nouvelle, ou ben, est-ce qu'on va garder une partie? Et c'est vrai que souvent, on garde au moins la mise initiale dans le projet en sachant que, voilà, qu'on a fait des gains et on la laisse couler, quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'est une stratégie qu'on fait régulièrement. Ok. Du coup, là, on va arriver sur les deux dernières questions de l'interview. La première, ce serait quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans ta vie? Pas forcément financier, ça peut être financier, mais ça peut être beaucoup plus global. Euh, Bah, on va le faire en crypto. Bon, après, c'est un conseil euh, on va dire que je me suis donné parce que c'est crypto et j'adore ça. Ce serait peut-être, si tu veux toujours gagner en crypto, bah, achète du Bitcoin et garde-les, quoi. C'est un peu mon histoire et j'ai jamais, si je regarde sur 2 ans, j'ai jamais perdu d'argent, j'ai toujours gagné de l'argent. Donc, le Bitcoin, je crois qu'il a encore un très très bel avenir et au moins c'est la valeur sûre qu'on ne risque pas. Donc, quelqu'un qui n'a pas envie de toucher à son portefeuille, il achète des cryptos, enfin du Bitcoin, pardon. Il laisse couler, il sécurise et il n'a rien à faire, quoi. C'est l'investissement le plus simple au monde et après, bah, voilà, il regarde quelques années après et il sera content. Ah, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai reçu Benoît Huguet du Journal du Coin et c'est vrai que lui, il m'avait dit bah, ma première erreur, c'est de ne pas avoir acheté assez de Bitcoin. La deuxième, c'est de ne pas en avoir acheté assez. Et la troisième, c'est de ne pas en avoir acheté assez. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que les personnes qui sont arrivées il y a quand même un bon moment, lui, il arrive en 2012. Donc, Mm. comme toi, il y a assez longtemps, il y a quand même un peu ce côté, pas Bitcoin maximaliste, mais Bitcoin, c'est le king et on en garde toujours un peu parce que c'est l'investissement long terme le plus sûr. Oui, parce qu'en fait, je vais comme dire une anecdote, c'est que j'ai toujours cru, voilà, au début, que le Bitcoin était un peu archaïque parce que c'était le premier, donc c'était très beau, mais il avait fait une révolution. Mais voilà, il y avait plein de défauts. On dit que ça polluait trop, c'était super lent. Enfin, il y avait plein de frais. Enfin, on critiquait tout sur le Bitcoin. Et j'ai toujours cru que bah, il y a des crypto-monnaies qui allaient le dépasser. Au début, le Litecoin qui allait super vite, le Dashcoin. Enfin, moi, j'ai connu plein de crypto-monnaies au début. Puis l'Ether est arrivé. Là, je me suis dit, oh, laisse tomber la bombe, la révolution, smart contract, etc. Avec une fondation derrière, ça va tout exploser. Et en fait, jamais, mais jamais, j'ai vu une crypto-monnaie arriver à la cheville du Bitcoin, sauf l'Ether qui s'est rapproché à moitié du marché à un moment. Voilà, c'était une fois deux, mais ils ont vite lâché les armes. Et maintenant, et les autres, maintenant, c'est impossible. On peut plus concurrencer le Bitcoin. Et maintenant, je vous le dis, le Bitcoin, je pense qu'il ne sera jamais battu. Il n'a jamais été battu. Il était le premier à sa naissance et il est toujours resté premier. Il n'a jamais eu une seconde deuxième. Voilà, donc tout comme l'Ether est maintenant bien deuxième et on va avoir du mal à le battre, même si lui, dans certains scénarios, je le vois être battu, mais pas le Bitcoin.
Ok. Et du coup, on va arriver sur la dernière question de l'interview. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir sur ma chaîne et pourquoi ce choix? Idéalement, une personne francophone et pas un Donald Trump, une personne réelle que je pourrais réellement contacter. Oui, alors, ouais, alors il y a énormément de gens enfin, que j'aime sur les réseaux, des créateurs de contenu, donc voilà, donc je suis passionné. Donc c'est vrai que c'est un choix très difficile. Euh, ouais, maintenant s'il y a une personne ouais, qui a de l'aura, qui a une grosse communauté, qui dit pas que des conneries, qui dit des choses intéressantes, que j'aime bien regarder aussi moi-même, et qui je connais aussi, que j'apprécie fort parce qu'il a un très chouette mindset, ce serait Paul de Crypto Formation par exemple. Voilà, moi je m'entends bien avec lui. On a un bon mindset. C'est un gars qui adore le sport comme moi, c'est un guerrier. Il aime faire des choses. Il est passionné. Voilà, il a des chouettes analyses quand on s'appelle. On partage vraiment les mêmes choses. Donc oui, un gars comme il y en a plein d'autres. Hein, je le dis parce que voilà, j'en connais beaucoup et j'ai pas envie de faire des jaloux. Mais voilà, Paul qui a un très beau profil, une grosse chaîne YouTube. Ouais, très intéressant de l'accueillir. Ok, bah j'essaierai de le contacter du coup. Ça va. Ok, bah on arrive sur la fin du format, donc bah, merci à toi d'être venu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, si je peux rajouter une seule phrase, c'est que voilà, je pense investissez en crypto-monnaie, c'est un bon conseil pour tout le monde parce que je pense que la personne aujourd'hui qui n'investit pas en crypto-monnaie prend plus de risques que la personne qui le fait parce que même s'il ne faut pas faire un all-in, il ne faut pas prendre de risques, c'est toujours bien de mettre une partie de ses investissements dans les crypto-monnaies comme de diversifier dans plein de trucs. Hein. Mais en tout cas, voilà, investir, trop tard aujourd'hui. Et voilà, c'est le seul conseil que je peux donner. Investissez une partie de vos économies si vous êtes un investisseur dans les crypto-monnaies et voyez comment ça fonctionne. Ok, bah merci beaucoup à toi d'être venu sur la chaîne du coup. Merci également et j'espère que ça va plaire à ta communauté. On arrive sur la fin du format, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire s'il y a une personne que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, Stéphane Winkel nous a montré comment le suivi des whales pouvait nous aider à mieux investir et à trouver des petites crypto-pépites. Il nous a aussi parlé des NFT qui, selon lui, pouvaient nous faire gagner énormément d'argent si on choisissait la bonne collection qui permettait d'avoir beaucoup d'avantages ou même des airdrops. Il nous a évoqué son profil investisseur, son avis sur le marché et que le meilleur est devant nous. Il nous a parlé de différents écosystèmes, dont principalement l'écosystème de Base, et il nous a exposé différentes crypto-pépites. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.